À 21 ans, Alexis est une étudiante pleine de vie, très appréciée de tous. Elle partage un petit appartement avec sa meilleure amie Jordine, qu'elle considère comme une sœur. Malheureusement, la jeune femme apprendra à ses dépens qu'il n'y a pas pire ennemi qu'un faux ami. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. L'affaire d'aujourd'hui m'a particulièrement touchée. Elle illustre parfaitement le proverbe « Méfie-toi de tes ennemis, mais encore plus de tes amis ». Je suis sûre qu'elle va vous révolter aussi. J'ai d'ailleurs hâte de lire vos retours, mais sans plus attendre, découvrons ensemble tous les détails de cette triste affaire. C'est à Athens, dans l'État de Géorgie, aux États-Unis, qu'Alexis voit le jour la veille du réveillon de Noël, le 23 décembre 1997. Elle vient au monde dans une famille nombreuse. Ses parents, Tammy et Bobby, qui se rencontrent au lycée, auront 10 enfants, 5 garçons et 5 filles. La famille est très pieuse et fréquente assidûment l'église, où le père, Bobby, est d'ailleurs diacre. Parallèlement, il travaille dans les forces de l'ordre. À l'image de leurs parents, la famille est très unie, frères et sœurs sont très soudés. Alexis grandit heureuse dans cette grande fratrie. Surnommée Lex, c'est une fille joyeuse qui aime la vie. Comme beaucoup de jeunes filles, elle adore faire du shopping et passer du temps avec ses amis. D'ailleurs, de l'avis de tous, c'est une amie fidèle et loyale sur qui on peut toujours compter. Alexis est également très attachée à sa famille, elle adore être en compagnie de ses frères et sœurs et est très proche de ses parents. Elle affectionne particulièrement les grandes réunions familiales, les événements de famille et les fêtes religieuses qui sont pour elle des moments précieux de bonheur et de partage. Depuis toute petite, Alexis nourrit le rêve de s'élever socialement pour devenir riche afin de pouvoir offrir des cadeaux à ses proches et acheter une grande maison où elle pourrait accueillir toute sa famille. Elle admire beaucoup son père et, comme lui, elle souhaite servir la justice. Elle rêve de devenir avocate pour défendre les victimes qui en ont besoin. Sa scolarité se déroule bien, c'est une élève studieuse et sociable avec beaucoup d'amis. Après avoir fréquenté le lycée de sa ville, elle obtient son diplôme à 18 ans en 2016. Elle s'inscrit alors à l'université Clark Atlanta pour y suivre des cours de justice pénale et de sociologie. Pour la petite histoire, cette université historiquement noire située à Atlanta est fondée en 1965 et la première aux États-Unis à accorder des diplômes d'études supérieures aux Afro-Américains. Atlanta, où près de la moitié de la population est afro-américaine, est considérée comme un centre économique et culturel majeur pour cette communauté. La ville possède également une riche histoire en matière de droits civiques, étant le lieu de naissance de Martin Luther King Jr. et le berceau de nombreux mouvements qui ont marqué la lutte pour l'égalité et la justice aux États-Unis. Alexis quitte donc sa famille et s'installe sur le campus, heureuse de vivre dans cette ville historique au riche héritage. C'est dans ce contexte qu'elle rencontre une jeune fille de son âge, elle aussi étudiante, Jordine Jones. Jordine n'est pas originaire de la région d'Atlanta, elle est née dans une petite ville du Michigan et a grandi dans la banlieue de Détroit. Comme Alexis, son père est membre des forces de l'ordre. Les deux jeunes étudiantes se rapprochent et sympathisent rapidement au point de devenir inséparables. Elles se considèrent désormais comme plus que de simples meilleures amies, mais comme des sœurs. À la fin de la première année d'université, elles décident même d'emménager ensemble dans un appartement de 2 chambres à environ 5 minutes du campus. Bien que ses parents l'aident du mieux qu'ils le peuvent, les moyens restent modestes avec 10 enfants. Alexis, responsable et indépendante, trouve donc un petit emploi étudiant pour financer son loyer et avoir un peu d'argent de poche. Très proche de sa famille, il ne se passe pas un jour sans qu'Alexis contacte sa mère, son père ou ses frères et sœurs par téléphone. Il faut savoir que la ville d'Athens, d'où Alexis est originaire, et la ville d'Atlanta ne sont qu'à une centaine de kilomètres l'une de l'autre. La jeune femme retourne donc aussi souvent qu'elle le peut durant les vacances et les fêtes pour les voir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Jordine vient de la banlieue de Détroit, située à plus de 1000 km d'Atlanta. Elle ne peut donc pas retourner voir ses parents aussi souvent que sa colocataire.
En bonne amie, Alexis propose à Georgine de passer les fêtes comme Thanksgiving et Pâques avec elle, en famille, lorsqu'elle se retrouve seule. La famille d'Alexis, toujours ravie d'aider son prochain, l'accueille à bras ouverts et Georgine fait désormais un peu partie de la famille. Tout semble donc se passer pour le mieux entre les deux amis. Depuis quelques mois, Georgine sort avec un garçon, Baron Brantley, dont elle est très amoureuse. Malheureusement, Baron, qui a 21 ans comme les filles, n'est pas ce qu'on peut appeler un garçon très fréquentable. Autoproclamé artiste sur ses réseaux sociaux, il se décrit comme rappeur, mais en réalité, le jeune homme est un délinquant notoire avec, malgré son jeune âge, un lourd casier judiciaire. Lorsque Georgine le rencontre, il sort tout juste de 2 mois de prison où il vient de purger une peine pour violence domestique. Depuis ses 17 ans, en 2015, il a été arrêté à de nombreuses reprises pour divers délits et crimes, notamment vol avec violence, violence domestique, cruauté envers les enfants, ainsi que plusieurs infractions au code de la route, dont une accusation en 2018 pour tentative de fuite face à un officier de police. Mais pour Georgine, peu importe, elle est très amoureuse et bénéficie en plus de la bénédiction d'Alexis, qui acceptent totalement leur relation. Le 26 octobre 2019, Alexis, Georgine et Baron sortent pour passer la soirée dans un bar. Tous les trois boivent plus que de raison et rentrent totalement ivres dans la nuit à l'appartement des deux amis. En arrivant, Georgine, qui se sent mal, part immédiatement se coucher dans sa chambre où elle s'endort. Un peu plus tard, dans la nuit, elle se réveille et constate que Baron n'est pas avec elle dans le lit. Elle se lève, le cherche, mais ne le trouve pas dans l'appartement. Cependant, elle remarque que la porte de la salle de bain est fermée à clé, elle frappe plusieurs fois avant que Baron n'ouvre la porte, il est torse nu. Derrière lui, elle aperçoit Alexis allongée au sol, inconsciente, elle est nue, ne portant qu'un soutien-gorge, tandis que sa culotte est déchirée au sol. Choquée, Georgine lui demande ce qu'il a fait, mais il lui assure qu'il n'a rien fait, « Je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas violé », lui dit-il. Georgine n'en croit pas un mot, elle insiste et une dispute éclate. Agacée par les reproches de sa petite amie, Baron s'empare des clés de la voiture de la jeune femme contre son gré et quitte l'appartement énervé. Furieuse, Georgine appelle le 911 et déclare que son ex-petite amie vient de lui voler sa voiture. Mais curieusement, elle n'évoque à aucun moment son amie Alexis, toujours inconsciente dans la salle de bain, avec sa culotte déchirée. Après avoir contacté la police, Georgine appelle une amie, Brittany, pour se confier sur ce qui vient de se passer. Sans attendre, Brittany arrive à l'appartement, elle trouve Alexis assise par terre, commençant à reprendre conscience et en pleurs. En reprenant ses esprits, Alexis est persuadée que Baron a abusé d'elle. La dernière chose dont elle se souvient est d'être partie se coucher dans sa chambre. Elle se rappelle que Baron l'avait suivie. Elle était à ce moment-là encore entièrement habillée. Il avait commencé à lui masser les épaules et à l'embrasser dans le cou. Choqué, malgré son état d'ivresse, Alexis l'avait alors repoussé en lui demandant ce qu'il faisait. Baron avait répondu « Oups ». J'ai pas fait attention, je croyais que tu étais Georgine. En voulant s'éloigner de lui, Alexis s'était alors dirigé vers la salle de bain et avait fermé la porte, mais sans la verrouiller. Après cela, c'est le trou noir, elle pense s'être évanouie. Elle se souvient seulement s'être réveillée nue sur le sol de la salle de bain, alors qu'elle est certaine d'y être entrée habillée. Son amie Brittany, sous le choc du récit d'Alexis, décide de contacter la police. Alexis est conduite à l'hôpital où elle est examinée et un kit de prélèvement d'ADN est effectué. Elle n'obtient pas immédiatement les résultats qui arriveront quelques jours plus tard. En attendant, elle fait sa déclaration à la police. Nous sommes le lendemain de cette mystérieuse et tragique soirée, le 27 octobre 2019, et il est 6 heures du matin.
Elle évoque auprès des policiers des baisers et des attouchements non désirés, mais elle n'est pas certaine d'avoir été agressée de manière intime et invasive. D'ailleurs, en attendant les résultats des examens médicaux et du kit de prélèvement, le rapport de police ne mentionne que les baisers et les attouchements. Dans ces circonstances, la police ne cherche pas à arrêter Baron immédiatement, minimisant l'agression subie par Alexis et ignorant le lourd casier judiciaire du jeune homme. Les jours qui suivent sont très pénibles pour la jeune femme. Traumatisée par les événements, elle vit dans l'incertitude des résultats médicaux, craignant d'avoir été davantage abusée. Elle a du mal à trouver le sommeil dans sa chambre et finit par dormir uniquement sur le canapé du salon, ne supportant plus de se sentir confinée. Dans ce moment difficile, elle se confie à sa famille sur qui elle peut toujours compter. Bouleversée par ce qui s'est passé, ses proches attendent eux aussi les résultats ADN avec anxiété. Ils lui proposent de venir la voir pour la soutenir, mais Alexis, ne voulant pas les inquiéter, leur assure que tout va bien. Le 30 octobre 2019, 4 jours après l'agression, Alexis appelle sa mère en FaceTime à 15h23. Malgré les circonstances, elle semble de bonne humeur durant cette conversation. À 15h30, elle contacte Monica, l'une de ses sœurs, et lui demande de lui envoyer de l'argent via une application, ce que Monica fera plus tard. À 20h44, elle échange des SMS avec sa sœur Alexandria, qui lui demande ce qu'elle prévoit de faire durant le week-end d'Halloween, car de nombreuses fêtes sont organisées sur le campus. Alexis, n'ayant pas la tête à célébrer, lui répond qu'elle n'a rien prévu et qu'elle souhaite juste se reposer. À 21h24, elle interagit dans un groupe sur Instagram en envoyant un emoji, puis plus rien. Le lendemain, Alexis ne contacte personne de sa famille, ce qui est inhabituel. De plus, son téléphone est directement sur messagerie. Sa famille s'inquiète, sachant qu'elle traverse une période difficile. Ils imaginent qu'elle souhaite prendre un peu de recul et se retrouver seule. Le jour suivant, le 1er novembre, elle n'a toujours donné aucun signe de vie et ne s'est présentée ni en cours ni à son travail. L'inquiétude monte et sa mère, morte d'angoisse, décide de signaler sa disparition, racontant les récents événements. Une enquête pour disparition inquiétante est immédiatement ouverte. La police commence par interroger Jordine, sa meilleure amie et colocataire. Elle raconte que le soir du 30 octobre, Alexis, qui n'avait pas le moral, lui avait demandé de la conduire dans un magasin pour acheter de l'alcool. Elles sont ensuite rentrées à l'appartement vers minuit 30, ont bu un peu avant de se coucher. Le lendemain matin, à son réveil, Jordine remarque qu'Alexis n'est plus dans l'appartement. Elle constate que la porte d'entrée est verrouillée et que son amie semble avoir emporté sa carte de crédit et sa carte d'étudiante. Après ce témoignage, les enquêteurs décident de visionner les images de vidéosurveillance du magasin où les deux jeunes femmes se sont rendues, confirmant leur présence ce soir-là vers 23h30. Le témoignage de Jordine semble correspondre aux faits. En analysant le signal du téléphone de la jeune femme disparue, il découvre qu'il a été utilisé pour la dernière fois entre 2h et 3h du matin avant d'être éteint définitivement. Morte d'inquiétude, la famille d'Alexis contacte les médias locaux et organise une conférence de presse suppliant pour son retour sain et sauf. En larmes, son père déclare « Bébé, je t'aime, reviens à la maison, s'il te plaît ». Toute la famille se mobilise, imprimant et distribuant des avis de disparition. Pendant ce temps, la police fouille les environs. Jordine, quant à elle, poste un message sur Instagram exprimant son désespoir. « Merci à tous ceux qui m'envoient des messages en DM. C'est un moment difficile pour moi et je me sens impuissante. Mon cœur souffre vraiment. » Trois jours se sont écoulés depuis la disparition d'Alexis et plus l'enquête avance, plus les soupçons se tournent vers Jordine, sa prétendue meilleure amie. Les enquêteurs examinent les caméras de surveillance de l'immeuble et font de troublantes découvertes. À 3h du matin, le 31 octobre 2019, on peut voir
Jordine et Baron montaient dans la voiture de la jeune femme, ce qui contredit les déclarations de cette dernière qui prétend être allée se coucher aux alentours de minuit et demi. La vidéo révèle ensuite qu'à 3h11, il recule la voiture jusqu'à une porte de l'immeuble hors du champ des caméras et y reste 6 à 7 minutes. À 3h17, la voiture quitte le parking de l'immeuble pour revenir à 4h09. L'étau se resserre. La police examine également le téléphone de Jordine. Dans ses messages, il découvre plusieurs échanges troublants entre elle et Baron. Dans l'un d'eux, elle lui demande de détruire les caméras de surveillance du parking. Lorsqu'il lui demande pourquoi, elle ajoute « Fais-le, c'est tout ». Il découvre également des échanges entre l'étudiante de 21 ans et une de ses amies, Ayana, où elle mentionne une grande boîte en plastique que ses parents lui avaient donnée. Jordine s'inquiète car ses parents vont bientôt venir chez elle et se demanderont où est passée la boîte. Elle demande alors à son amie de mentir à ses parents en disant que c'est elle qui l'avait empruntée pour éviter les questions embarrassantes. Les soupçons se renforçant de plus en plus envers elle, les policiers décident de fouiller l'appartement des jeunes femmes. Bingo! Les enquêteurs découvrent une petite tache de sang sur l'évier de la salle de bain. Ils retrouvent également une éponge tachée de sang et de cheveux dans l'évier de la cuisine. Ils utilisent alors du luminol et découvrent des traces de sang dans au moins 6 endroits différents de l'appartement. Avec toutes ces preuves, la police décide de confronter la jeune femme de 21 ans. Acculée, elle passe immédiatement aux aveux et révèle aux policiers que Baron a tué Alexis. Elle explique qu'en réalité, contrairement à ce qu'Alexis pensait, elle n'avait pas quitté Baron après l'agression. Au contraire, Baron avait réussi à la convaincre que tout ceci n'était qu'un malheureux accident, affirmant qu'il avait confondu Alexis avec Jordine, pensant être avec sa petite amie. Pourtant, même si cela avait été Jordine, il reste qu'avoir des relations sexuelles avec une personne inconsciente, c'est un viol. Aussi choquant que cela puisse paraître, celle qu'Alexis considérait comme une sœur de cœur, sa meilleure amie, pardonne à son agresseur et continue à sortir avec lui. Pire encore, sachant qu'il est menacé par la plainte de la jeune femme, Baron a besoin de se cacher et sa petite amie lui propose de se dissimuler dans leur appartement, dans sa chambre. Alexis, quant à elle, n'en sait rien et ne se doute de rien. Pendant 4 jours, sans le savoir, Alexis va vivre dans le même appartement que son agresseur, se retrouvant même à plusieurs reprises seul avec lui lorsque Jordine est en cours. Interrogée, la jeune femme raconte ensuite que la nuit du 30 octobre, après leur retour du magasin où elles avaient acheté de l'alcool, elle avait avoué à Alexis que Baron se cachait dans l'appartement depuis 4 jours. Selon Jordine, Alexis, furieuse, s'était mise en colère et une dispute avait éclaté. Le ton est monté et les 2 jeunes femmes en sont venues aux mains. C'est alors que Baron serait sorti de la chambre et, sous prétexte de défendre Jordine, aurait attaqué Alexis, la saisissant à la gorge et l'étranglant. La jeune étudiante affirme qu'elle n'a été qu'un témoin impuissant et qu'en aucun cas elle n'a participé au meurtre de son amie. Elle déclare qu'elle était effrayée, complètement perdue et surtout terrifiée par Baron, ce qui explique pourquoi elle n'est pas allée voir la police. Après ce témoignage, Baron est immédiatement arrêté et interrogé, mais il présente une version quelque peu différente de celle de sa petite amie. Il admet avoir étranglé Alexis, mais selon lui, Jordine a activement participé au meurtre. Il prétend qu'alors qu'il l'étranglait, la jeune femme aurait saisi un sac poubelle en plastique et l'aurait placé sur la tête de sa meilleure amie afin qu'elle suffoque. Il décrit d'ailleurs à quel point Alexis s'était battue pour survivre, luttant de toutes ses forces. Selon lui, elle avait même réussi à déchirer le sac plastique, mais il n'avait pas relâché son étreinte jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle. Il explique qu'il savait qu'elle était en train de mourir car elle produisait des bruits d'agonie.
D'après Baron, après avoir tué Alexis, le couple infernal aurait mis son corps dans une grande boîte en plastique, la fameuse boîte mentionnée dans les messages entre Georgine et Ayanna. Ils auraient ensuite transporté la boîte dans la voiture de Georgine en prenant soin d'éviter les caméras de surveillance de l'immeuble pour aller la jeter dans un parc isolé au sommet d'une colline des environs avant de rentrer tranquillement à l'appartement. Ils sont donc revenus à 4h09 et ont nettoyé les traces de sang du mieux qu'ils le pouvaient avant d'aller se coucher comme si rien n'était. Sans aucun remords, le lendemain après-midi, ils ont même assisté ensemble à des fêtes d'Halloween sur le campus. Les enquêteurs découvrent également que, pour brouiller les pistes, Georgine, après le meurtre d'Alexis, avait continué à lui envoyer des SMS lui demandant où elle se trouvait. Le 8 novembre 2019, après ses aveux, Georgine, sur les conseils de son père, a accepté de conduire la police à l'endroit où ils avaient abandonné le corps de la pauvre jeune femme. En arrivant, la police découvre que le corps d'Alexis avait glissé hors de la boîte. De toute évidence, en dévalant la pente, la boîte avait perdu son couvercle, laissant le corps tomber. La mitraille est retrouvée, enveloppée dans une couverture bleue, les mains ligotées avec le sweat rouge qu'elle portait la dernière fois qu'on l'a vue. Sa tête est toujours enfermée dans le sac plastique utilisé pour l'étouffer et son t-shirt est enroulé autour de son cou. L'autopsie confirmera que la cause de sa mort est l'asphyxie, prouvant qu'elle a bien été étranglée. Baron et Georgine, déjà arrêtés, sont tous deux accusés du meurtre de l'étudiante de 21 ans. Le 16 novembre 2019, sa famille et ses proches lui ont fait un dernier adieu lors de poignantes funérailles. Quelques jours plus tard, le tribunal a refusé la libération sous caution de Baron et Georgine. Le procureur a pu prouver que, juste après le meurtre, Georgine avait prévu de retourner dans son Michigan natal et avait commencé à faire ses cartons, ce qui a renforcé l'idée qu'elle constituait un risque de fuite. Tous deux restent donc incarcérés dans l'attente du procès. Pendant l'enquête, la famille d'Alexis, ne se doutant pas un seul instant que Georgine avait quelque chose à voir avec la disparition, avait contacté la jeune femme à plusieurs reprises pour savoir si elle avait des nouvelles de leur fille. Lors de l'un de ces appels, alors qu'Alexis était déjà décédé, Georgine avait dit aux parents de sa prétendue amie que les résultats du kit ADN réalisé après l'agression par Baron étaient arrivés et qu'aucune trace d'ADN de ce dernier n'avait été trouvée. En réalité, tout cela n'était que mensonge, car les résultats de l'enquête ont finalement révélé que Baron avait bel et bien agressé Alexis, un fait ajoutant un peu plus à l'horreur que la famille a découvert bien plus tard. Plusieurs mois après, en janvier 2020, un grand jury les a inculpés pour meurtre aggravé, emprisonnement illégal et dissimulation de cadavres. Baron fait également face à une accusation de sodomie aggravée, sans doute liée à la première agression sur Alexis. Malgré leurs aveux, tous deux ont plaidé non coupables et continuent de s'accuser mutuellement des faits. Malheureusement, en raison de la crise sanitaire et de nombreux recours déposés par les avocats de la défense, le procès n'a cessé d'être reporté. Gros coup dur pour la famille de la pauvre Alexis. Lors d'une audience en janvier 2023, la juge Edwards, en charge de cette affaire, a jugé que les aveux de Baron n'étaient pas recevables et ne pourront donc pas être utilisés comme preuve lors du procès. Selon la juge, Baron était sous l'influence de drogue au moment de sa confession, ce qui aurait pu altérer sa capacité à comprendre pleinement ses droits et les conséquences de ses aveux. Les enquêteurs auraient également laissé entendre que ces aveux pourraient réduire sa peine, suggérant ainsi une promesse implicite de clémence. Dans ce contexte, la juge Edwards a estimé que les aveux avaient été obtenus en profitant de l'état de vulnérabilité de Baron, compromettant ainsi la validité de sa déclaration. La même juge a ensuite suggéré une libération conditionnelle pour Baron, une décision qui a profondément choqué la famille d'Alexis. Comme l'a déclaré un membre de sa famille, « Quand j'ai appris que Baron cherchait à obtenir une nouvelle fois une caution, j'ai su que nous devions nous exprimer
car les monstres qui ont assassiné Alexis ne devraient jamais sortir de prison en aucune circonstance. Je ne peux pas imaginer qu'un juge pense qu'il est juste ou sûr d'accorder à Baron la liberté de se promener et d'être avec sa famille pendant qu'Alexis repose seul dans une tombe solitaire. De l'avis de tous, Alexis était une belle personne, une amie fidèle, aimante et toujours présente pour soutenir ses proches. Elle avait malheureusement accordé sa confiance à la mauvaise personne, celle qui plus tard allait la trahir de la pire des manières. Pendant 3 ans, elle se considérait comme les meilleures amies, voire comme des sœurs de cœur, partageant le même appartement. Avec sa générosité, Alexis proposait même à son amie de passer les fêtes avec sa famille, consciente qu'elle était loin des siens. Hélas, Jordine était bien loin de partager la bienveillance et la loyauté de la pauvre Alexis. On ignore si Alexis entretenait une amitié inégale avec Jordine dès le départ, si cette dernière la jalousait secrètement ou si c'est l'arrivée de Baron dans la vie de la jeune femme qui a transformé leur relation. Quand Baron a abusé d'Alexis, il est possible que Jordine ait, contre toute logique, blâmé son amie, la voyant soudain comme une rivale. Fait alarmant, alors qu'Alexis venait de subir cette terrible agression de la part de son compagnon, Jordine n'a contacté la police que pour signaler le vol de sa voiture, sans jamais mentionner ce que sa sœur de cœur venait de vivre. Pire encore, après cet acte, Jordine a accepté de se remettre avec Baron, acceptant ses excuses absurdes. Quoi qu'il en soit, qu'elle ait été amoureuse ou sous l'emprise de Baron, elle a fini par minimiser la souffrance de sa prétendue amie, voire la rendre responsable de sa propre agression. Dès lors, la jeune femme de 21 ans serait devenue une menace aux yeux de Jordine qui a peut-être nourri l'idée qu'elle essayait de séduire Baron. Il est probable qu'elle ait ressassé cette pensée pour justifier l'injustifiable. Ce n'était plus Baron l'agresseur, mais Alexis qui l'avait provoqué. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je me demande même si le meurtre n'a pas été prémédité et si cette querelle entre Alexis et Jordine n'a pas été montée de toutes pièces au cas où l'enquête les accablerait afin de légitimer l'intervention de Baron qui aurait prétendument pu croire que sa petite amie était en danger. Seulement, pris de panique, ensuite face aux policiers, ils se sont mutuellement accusés. Peut-être exerçait-il une forte emprise sur Jordine ou dans une spirale infernale, étaient-ils tous les deux responsables. Il est également possible que Jordine voyait en Alexis une menace pour son couple, prête à la sacrifier pour sauver son histoire avec Baron. N'hésitez pas à me faire vos hypothèses en commentaire. J'ai découvert cette affaire il y a plusieurs années et le sort d'Alexis m'avait profondément révolté. J'attendais le procès pour aborder cette histoire, mais il a été plusieurs fois reporté, notamment à cause de la crise sanitaire. Quand je me suis renseignée récemment, j'ai appris que la juge Belinda Edwards avait invalidé les aveux de Baron, estimant que ses droits n'avaient pas été respectés lors de son interrogatoire et que ses déclarations avaient été obtenues sous influence. Elle avait également exprimé le souhait qu'il puisse accéder à une libération conditionnelle. La famille d'Alexis, bouleversée, doit désormais affronter cette décision. Cependant, Baron n'a finalement pas obtenu de libération conditionnelle et reste incarcéré dans l'attente de son procès. Bien heureusement, les amitiés toxiques ne se terminent pas toutes si tragiquement, mais il est important de savoir en reconnaître les signes pour mettre fin le plus vite possible à ce genre de relation. Je suis sûre que parmi vous, nombreux sont ceux qui ont été à un moment ou à un autre confrontés à ce type de relation. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Ce n'est pas la première fois que nous voyons ce genre de relation malsaine dans une affaire. Je vous renvoie d'ailleurs à l'affaire de Mike Williams que j'ai traitée récemment. Il avait été trahi par sa femme et celui qu'il considérait comme son meilleur ami depuis l'adolescence. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui souhaitent la découvrir. Je vous tiendrai informé des condamnations sous cette vidéo en commentaire épinglé dès que le procès aura lieu. J'espère vraiment que justice sera rendue pour la pauvre Alexis, trahie de la pire des manières par sa prétendue meilleure amie. Son seul tort a été d'avoir accordé sa confiance et son amitié à la mauvaise personne.
J'ai une pensée particulière pour sa famille qui n'est pas encore au bout de ses peines et qui va devoir affronter un procès avec son lot de révélations sordides. Mes pensées les accompagnent dans leur quête de justice et j'espère de tout cœur qu'Alexis repose désormais en paix pour l'éternité. J'espère que malgré la tristesse de cette affaire, vous avez apprécié la façon dont je vous l'ai présentée. Merci à tous ceux encore présents à la fin de cette vidéo et si c'est votre cas, vous pouvez inscrire Justice pour Alexis dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, laisser un petit commentaire et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne. Mais jusque-là surtout, restons prudents!